Bienvenue dans les histoires horrifiques de Monsieur Mystique. Ce soir, nous partons à l'aventure dans les étendues glacées de l'Alaska, où nous explorerons 8 récits glaçants de ceux qui ont osé s'aventurer dans les villes fantômes les plus désolées de cette dernière frontière. Dans cet épisode, nous parcourons des établissements miniers abandonnés et des communautés oubliées, avec des récits terrifiants de rencontres surnaturelles, adaptés de témoignages authentiques recueillis à travers l'État. Chaque histoire a été méticuleusement compilée à partir de récits de première main d'individus affirmant avoir vécu l'inexplicable dans ces lieux isolés, où la frontière entre les vivants et les morts devient dangereusement ténue. Des mineurs fantômes continuant leur travail à des enfants spectraux résonnant dans des écoles vides, ces récits révèlent que certains endroits refusent de rester enterrés dans le passé. Pour préserver la sécurité et la vie privée de ceux qui ont eu le courage de partager leurs expériences, certains noms et lieux précis ont été modifiés. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à Dossier Enfoui pour des récits horrifiques authentiques explorant les recoins les plus sombres de l'Amérique oubliée. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos collections de récits terrifiants. Installez-vous confortablement, car nous commençons notre descente dans les villes fantômes les plus hantées de l'Alaska. Je travaille comme inspecteur de sécurité minière pour l'État de l'Alaska depuis 6 ans. Mon travail consiste à vérifier que les anciennes galeries ne deviennent pas des pièges mortels pour les explorateurs ou les enfants locaux en quête d'aventure. La plupart du temps, il s'agit d'inspections de routine, vérifier les effondrements, les gaz toxiques et la stabilité des structures. Mais ce qui s'est passé dans l'ancienne mine de Kennecott a changé à jamais ma perception de mon métier. C'était fin octobre 2023 lorsque j'ai reçu un appel urgent de mon superviseur. Des lumières et des bruits étranges avaient été signalés dans la mine de cuivre abandonnée de Kennecott, et les autorités locales voulaient une inspection officielle avant que l'hiver ne rende l'accès impossible. Kennecott est l'une des villes fantômes les plus célèbres de l'Alaska, nichée dans les montagnes Wrangell, à environ 5 heures au nord-est d'Anchorage. La mine a fonctionné de 1911 à 1938, extrayant des millions de dollars de minerais de cuivre avant que les gisements ne s'épuisent et que la compagnie ne quitte les lieux, laissant derrière elle une ville entière figée dans le temps. J'avais déjà inspecté Kennecott 2 fois auparavant, toujours en journée et avec une équipe complète. Cette fois était différente, les signalements survenaient pendant les heures de nuit, spécifiquement entre minuit et 3 heures du matin. J'allais donc devoir mener une investigation nocturne pour évaluer correctement ce que les gens voyaient. Mon superviseur m'a assigné un partenaire, Marcus Chen, un jeune géologue fraîchement sorti de l'université et avide de faire ses preuves. En y repensant, j'aurais préféré insister pour y aller seul. Nous sommes arrivés à Kennecott peu après 23 heures, parcourant les 20 derniers kilomètres sur une route en terre qui n'avait pas vu d'entretien depuis les années 1940. La ville fantôme se trouve au pied de sommets imposants, et même sous une pleine lune, les ombres projetées par ces crêtes donnaient l'impression que toute la colonie était noyée dans l'obscurité. Les principaux bâtiments tiennent encore debout, le Grand Moulin, l'épicerie générale, l'hôpital et des rangées de logements ouvriers qui abritaient autrefois des centaines de mineurs et leurs familles. En journée, des touristes viennent parfois prendre des photos et en apprendre davantage sur l'histoire minière de l'Alaska. Mais la nuit, c'est comme entrer dans un autre monde. Nous nous sommes garés près du moulin et avons commencé à décharger notre équipement, détecteurs de gaz, outils d'évaluation structurelle, projecteurs LED puissants et dispositifs de communication d'urgence. Marcus était nerveux, je le voyais à la façon dont il vérifiait et revérifiait son équipement. Il avait lu les rapports sur les lumières et les bruits étranges, et son imagination semblait prendre le dessus. J'ai tenté de le rassurer en lui disant que nous ne trouverions probablement rien de plus qu'un câblage électrique défectueux provoquant des fluctuations de courant, ou peut-être des animaux qui s'étaient introduits dans les bâtiments. La mine de Kennecott se compose de plusieurs niveaux, l'entrée principale menant à un réseau de tunnels s'enfonçant profondément dans la montagne. L'exploitation minière originale était incroyablement sophistiquée pour son époque, avec éclairage électrique, système de ventilation et même une centrale électrique pour tout faire fonctionner. Lorsque la compagnie a abandonné le site, elle a laissé la plupart des infrastructures en place. Malgré des décennies d'hivers alaskiens qui ont mis à rude épreuve l'équipement, nous sommes entrés par le puits principal à minuit pile, nos lampes frontales perçant l'obscurité absolue qui remplissait les tunnels. La température intérieure était constante à 38 degrés, assez froide pour voir notre souffle, mais pas tout à fait glaciale. Nos pas résonnaient contre les parois rocheuses tandis que nous avancions plus profondément dans la mine, suivant le couloir principal vers les zones où les lumières avaient été signalées. À environ 300 mètres dans le système de tunnel, nous avons atteint le premier point de contrôle. C'est là que les mineurs originaux se rassemblaient pour les changements de quart.
Une grande chambre circulaire avec plusieurs entrées de tunnels partant dans différentes directions. J'étais en train de mettre en place mon équipement de détection de gaz lorsque Marcus m'a saisi le bras. « Entends-tu ça » murmura-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le son de notre propre respiration. J'ai arrêté ce que je faisais et j'ai écouté attentivement. Au début, il n'y avait rien d'autre que les sons typiques qu'on pourrait attendre dans une mine abandonnée, de l'eau qui goutte quelque part au loin, le gémissement occasionnel des poutres de soutien qui se stabilisent et le sifflement de l'air traversant les puits de ventilation. Mais puis, je l'ai entendu aussi, un bruit métallique rythmé, comme du métal frappant du métal, provenant de plus profond dans la mine. Probablement juste une dilatation thermique, ai-je dit à Marcus, bien que je n'en sois pas entièrement convaincu moi-même. Le métal se contracte et se dilate avec les changements de température. Ces vieilles poutres de soutien le font depuis des décennies. Mais le bruit était trop régulier, trop intentionnel pour être un mouvement thermique aléatoire. Il avait un motif, comme quelqu'un qui frappe ou qui utilise une machine. Nous avons décidé d'enquêter, suivant le bruit plus profondément dans le complexe minier. Le bruit métallique nous a conduits dans un tunnel latéral que je n'avais jamais exploré lors de mes inspections précédentes. Ce passage était plus étroit que les couloirs principaux, avec des parois rugueuses montrant les marques d'outils manuels plutôt que de matériel d'excavation moderne. Les mineurs originaux devaient avoir creusé cette section à la main, probablement en suivant une veine de cuivre particulièrement riche. Nos lampes frontales ont révélé des poutres de soutien qui semblaient anciennes et potentiellement instables, mais mes relevés structurels ont montré qu'elles étaient encore solides. Alors que nous avancions plus profondément dans le tunnel, le bruit métallique est devenu plus fort et plus distinct. Il était définitivement métallique et rythmé. Mais il y avait autre chose maintenant, des voix. Des voix humaines parlant à voix basse, que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. Marcus les a entendues aussi, car il s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi avec des yeux écarquillés. « Il y a quelqu'un d'autre ici » a-t-il dit, énonçant l'évidence. Ma première pensée a été que nous avions surpris des intrus, peut-être des explorateurs urbains ou des chasseurs de trésors à la recherche d'artefacts à voler. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un s'introduirait dans une mine abandonnée. Mais alors que nous nous approchions de la source des sons, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Les voix ne parlaient ni anglais ni aucune langue que je pouvais identifier. Elles avaient une qualité étrange et creuse, comme si elles venaient de très loin ou à travers une sorte de distorsion audio. Nous avons tourné un coude dans le tunnel et nous nous sommes retrouvés à l'entrée d'une grande chambre souterraine. Il était clair que c'était l'une des zones minières originales, avec des rails suspendus encore en place pour les wagonnets et des traces de travaux d'excavation intensifs. Mais ce qui nous a arrêtés net était ce que nous avons vu à l'intérieur de la chambre. Il y avait des lumières. Pas des lumières électriques, mais la lueur vacillante et chaude de lampes à huile et de lanternes, et des silhouettes. Des figures humaines se déplaçant dans la chambre, portant des outils et de l'équipement, travaillant à ce qui semblait être une opération minière active. Le bruit métallique provenait de leurs pioches et pelles alors qu'ils travaillaient sur la paroi rocheuse, et les voix étaient celles des mineurs se donnant des instructions. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé plusieurs minutes, essayant de comprendre ce que je voyais. Mon esprit rationnel insistait pour dire que ce devait être une sorte de canular élaboré ou peut-être une reconstitution historique dont on ne nous avait pas parlé. Mais quelque chose dans cette scène semblait fondamentalement faux. L'éclairage était trop faible et incohérent, projetant des ombres qui semblaient se déplacer indépendamment de leur source. Les figures elles-mêmes semblaient translucides, comme si elles étaient faites de fumée ou de brume plutôt que de matière solide. Marcus me serrait le bras si fort que je pouvais sentir ses doigts à travers ma veste épaisse. Il tremblait, que ce soit de froid ou de peur, je ne pouvais pas le dire. J'ai attrapé ma radio pour contacter notre superviseur, mais quand j'ai essayé d'activer le micro, tout ce que j'ai obtenu était du bruit. Nous étions trop profondément sous terre pour une communication radio normale, mais mon équipement aurait dû pouvoir atteindre le répéteur que nous avions installé à l'extérieur. Quelque chose interférait avec le signal. L'une des figures dans la chambre s'est tournée vers nous, et j'ai vu son visage clairement pour la première fois. C'était le visage d'un homme dans la quarantaine, avec une épaisse moustache et des yeux profondément enfoncés qui semblaient briller d'une lumière interne. Il portait le genre de vêtements de travail que les mineurs portaient dans les années 1920, un pantalon en toile épaisse, une chemise en laine et une casquette en cuir avec une lampe à carbure fixée à l'avant. Mais la chose la plus dérangeante à son sujet était que je pouvais voir à travers lui. Il était là, mais il n'était pas là. Comme une photographie surexposée sur le même morceau de film. Le mineur m'a regardé directement et a souri, levant la main dans ce qui aurait pu être un salut ou un avertissement.
puis il s'est retourné vers son travail, enfonçant sa pioche dans la paroi rocheuse avec une précision mécanique. Les autres figures ont continué leurs activités comme si nous n'étions pas là, chargeant du minerai dans les wagonnets, renforçant les soutiens de tunnels et s'appelant les uns les autres dans cette étrange langue résonante. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là à regarder cette scène impossible. Cela aurait pu être des minutes ou des heures. Le temps semblait s'écouler différemment dans cette chambre, comme si nous avions quitté le flux normal de la réalité. Mais finalement, Marcus a tiré sur ma manche et a pointé vers l'entrée du tunnel. Son message était clair, nous devions partir, et partir immédiatement. Nous avons reculé de la chambre aussi silencieusement que possible, ne voulant pas déranger ce que nous avions vu. Une fois que nous avons tourné le coin et que nous étions hors de vue de l'opération minière, nous nous sommes déplacés aussi rapidement que possible à travers les tunnels vers la surface. Aucun de nous n'a parlé pendant la retraite. Nous étions tous deux trop secoués par ce que nous avions vu pour le mettre en mots. Lorsque nous avons finalement émergé de l'entrée de la mine, les premières lueurs de l'aube commençaient à apparaître au-dessus des sommets des montagnes. Nous avions été sous terre pendant plus de 6 heures, bien que cela ait semblé beaucoup moins de temps. Nous avons chargé notre équipement en silence et sommes retournés vers Anchorage sans discuter de ce qui s'était passé. Ce n'est que lorsque nous étions de retour au bureau le lendemain que Marcus m'a finalement demandé ce que je pensais que nous avions vu. Je lui ai dit la vérité, je n'en avais aucune idée. Chaque explication rationnelle à laquelle je pouvais penser s'effondrait sous l'examen. Il n'y avait pas eu d'opération minière active à Kennecott depuis 1938. Il n'y avait pas de groupe de reconstitution prévu pour utiliser le site. Les figures que nous avions vues étaient translucides et parlaient une langue qui ne correspondait à aucun des groupes ethniques ayant travaillé dans la mine pendant ces années d'exploitation. J'ai rédigé mon rapport officiel comme une inspection de routine sans constatation significative. Je n'ai pas pu me résoudre à documenter ce que nous avions réellement vu, car je savais que personne ne le croirait. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette nuit. Et j'ai fait des recherches approfondies sur l'histoire de la mine de Kennecott. Ce que j'ai découvert me trouble plus que les mineurs fantômes eux-mêmes. Selon les archives historiques, plusieurs accidents mortels se sont produits pendant les années d'exploitation de la mine. Des effondrements, des explosions de gaz et des défaillances d'équipement ont coûté la vie à au moins 37 travailleurs entre 1911 et 1938. Beaucoup de ces hommes ont été enterrés dans des tombes non marquées près du site minier, car leurs familles ne pouvaient pas se permettre de rapatrier les corps dans leurs états d'origine. Je crois que nous avons été témoins du quart de nuit qui n'a jamais pris fin. Des mineurs qui sont morts dans ces tunnels et qui continuent leur travail dans la mort comme ils le faisaient dans la vie. Ils sont piégés dans ce monde souterrain, extrayant éternellement du minerai de cuivre qui n'existe plus, de parois rocheuses épuisées depuis des décennies. Je ne suis pas retourné à Kennecott depuis cette nuit-là, et j'ai demandé à mon superviseur d'assigner ce site à d'autres inspecteurs. Marcus a été transféré dans un autre département en 6 mois et travaille désormais exclusivement sur des projets en surface. Nous n'avons jamais reparlé de cette nuit. Mais parfois, je le surprends à me regarder de l'autre côté du bureau avec la même expression hantée que je vois dans mon propre miroir. Les rapports de lumière et de son à Kennecott continuent d'affluer, toujours pendant les heures de minuit, toujours de la part de personnes affirmant avoir vu des choses qui ne devraient pas exister. Je sais maintenant qu'ils disent la vérité. Et je sais que quelque part, profondément dans ces tunnels de montagne, le quart de nuit continue son travail éternel. Je ne suis pas seulement une chasseuse d'antiquités par passion, c'est aussi ce qui me permet de gagner ma vie et de nourrir mon âme d'une manière que peu de gens comprennent. Je m'appelle Isabella Rodriguez, et depuis 8 ans, je parcours l'Alaska à la recherche de trésors oubliés dans des bâtiments abandonnés, des objets qui racontent les histoires des gens qui ont vécu et sont morts dans cette nature sauvage et impitoyable. La plupart des gens me trouvent folle de passer des semaines dans ces endroits désolés. Mais il y a quelque chose de magique à découvrir un morceau d'histoire que personne d'autre n'a jugé digne d'être sauvé. Je tiens une petite boutique d'antiquités à Anchorage appelée l'Alaska oublié. Mes clients vont des collectionneurs sérieux aux touristes en quête de souvenirs authentiques de la frontière. L'argent vient surtout des trouvailles rares, du matériel minier original, des artefacts autochtones de l'Alaska vendus avec une documentation appropriée, et des vêtements vintage de l'époque de la ruée vers l'or. Les vêtements de femmes des années 1900 sont particulièrement précieux, car peu de pièces ont survécu aux conditions difficiles et aux nécessités pratiques de la vie en frontière. C'est pourquoi j'étais si enthousiaste lorsque j'ai entendu parler des bâtiments intacts de Dyea, une ville fantôme près de Skagway que la plupart des gens n'ont même jamais entendu mentionner. Dyea était une ville en plein essor pendant la ruée vers l'or du Klondike dans les années 1890,
servant de point de départ pour les prospecteurs se dirigeant vers le col Chilkoot. À son apogée, la ville comptait plus de 8000 habitants, des dizaines d'entreprises et tous les attributs d'une communauté frontalière prospère. Mais lorsque le chemin de fer a atteint Skagway en 1900, DIA a été abandonnée presque du jour au lendemain, laissant derrière elle une ville entière figée dans le temps. J'avais reçu un tuyau d'un autre marchand selon lequel il y avait une épicerie générale à DIA qui contenait encore des marchandises originales des années 1890. Le bâtiment avait été verrouillé hermétiquement lorsque le dernier propriétaire était parti, et le climat rigoureux avait tenu la plupart des chasseurs de trésors à distance. Pour y arriver, il fallait combiner conduite et randonnée, ce qui prendrait une bonne partie de la journée, mais le gain potentiel valait l'effort. Je suis parti un matin de septembre 2023, sous un ciel dégagé, empruntant l'autoroute de l'Alaska vers le nord en direction de la frontière canadienne avant de tourner vers l'ouest en direction de Skagway. L'approche finale vers DIA nécessitait de quitter la route principale et de suivre une vieille piste minière qui mettait à rude épreuve les limites de mon camion 4x4. La ville fantôme se trouve dans une vallée entourée de sommets imposants, accessible uniquement pendant les brefs mois d'été et d'automne, lorsque les cols sont dégagés de neige. Aujourd'hui, DIA se compose de fondations de bâtiments dispersés, de quelques structures partiellement debout et des restes squelettiques de ce qui était autrefois un quai animé s'étendant dans le canal Lynn. La plupart des bâtiments d'origine se sont effondrés il y a des décennies. Mais j'ai pu voir l'épicerie générale que mon contact avait décrite, debout au centre de ce qui aurait été la ville. C'était une structure en bois de 2 étages, avec un bardage usé par les intempéries et un toit en pente qui avait somehow survécu à plus d'un siècle d'hivers alaskiens. La porte d'entrée était sécurisée par un cadenas rouillé, mais j'ai trouvé une planche desserrée à l'arrière qui m'a permis de me faufiler à l'intérieur. Dès que j'ai franchi cette ouverture, j'ai su que j'avais trouvé quelque chose de spécial. Le bâtiment sentait encore la fumée de bois et le cuir ancien, et des particules de poussière dansaient dans les rayons de soleil filtrant à travers les fenêtres fissurées. Le rez-de-chaussée avait servi d'espace de vente, avec des étagères en bois le long des murs et un long comptoir traversant le centre de la pièce. La plupart des marchandises avaient été enlevées lorsque le magasin avait fermé, mais je pouvais voir des vestiges de l'inventaire original, des outils rouillés, des bouteilles vides et des rouleaux de tissu qui avaient survécu car ils étaient stockés dans des conteneurs scellés. Mais c'est l'étage supérieur qui m'a coupé le souffle. C'était là que vivaient les propriétaires, et il semblait que la famille était simplement partie un jour, laissant tout derrière elle. Il y avait des meubles des années 1890, des photographies personnelles, des livres et des vêtements encore accrochés dans une armoire en bois. C'était exactement le genre de découverte intacte dont rêvent les marchands d'antiquités. J'ai passé les premières heures à cataloguer soigneusement ce que je voyais, à prendre des photographies et à noter les pièces les plus précieuses. Il y avait un service de table qui pourrait facilement se vendre $5000, plusieurs peintures à l'huile qui semblaient être des œuvres originales, et ce qui ressemblait à un service de porcelaine complet d'un fabricant prestigieux de l'Est. Mais c'est en examinant la porcelaine que j'ai remarqué autre chose. Une robe blanche accrochée dans le coin arrière de l'armoire, partiellement cachée derrière d'autres vêtements. Lorsque j'ai soigneusement écarté les autres pièces, j'ai découvert la plus belle robe de mariée que j'ai jamais vue. Elle était en soie ivoire, avec des broderies de perles et des détails en dentelle qui auraient nécessité des centaines d'heures de couture à la main. Le style était typique des années 1890, avec un corsage ajusté, une jupe ample et une traîne qui aurait dû s'étendre sur plusieurs pieds derrière la mariée. Mais ce qui rendait cette robe vraiment remarquable, c'était son état. Malgré ses plus de 120 ans, elle semblait avoir été fabriquée hier. La soie n'avait pas jauni ni détérioré. Les broderies étaient intactes, et il n'y avait ni taches ni déchirures nulle part sur le vêtement. J'avais manipulé suffisamment de vêtements vintage pour savoir que ce niveau de conservation était pratiquement impossible. La soie de cette époque aurait dû être fragile et décolorée après plus d'un siècle, surtout avec les variations climatiques extrêmes de l'Alaska. Pourtant, cette robe semblait prête à être portée pour un mariage demain. Alors que je soulevais la robe de l'armoire pour l'examiner de plus près, j'ai remarqué autre chose d'insolite. Malgré la taille du vêtement, elle semblait peser presque rien, comme si elle était faite d'air plutôt que de tissu. Et lorsque je l'ai tenue devant la fenêtre pour regarder les broderies, j'aurais juré voir la robe bouger légèrement, comme s'il y avait une brise douce dans la pièce, bien que toutes les fenêtres fussent fermées et qu'il n'y ait aucune circulation d'air. J'ai décidé de ramener la robe à Anchorage pour une évaluation et une éventuelle vente. Une robe de mariée de l'époque du Klondike dans cet état vaudrait au moins $20 000 pour le bon collectionneur. Je l'ai soigneusement enveloppée dans du papier de soie sans acide et placée dans une boîte spécialisée pour le transport de vêtements vintage. Le trajet de retour à Anchorage s'est déroulé sans incident,
mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la robe tout au long du voyage. Il y avait quelque chose de différent dans cette découverte par rapport à mes autres trouvailles. Habituellement, quand je découvre un antique précieux, je ressens un sentiment de satisfaction et d'excitation à propos du profit potentiel. Avec cette robe, j'ai ressenti autre chose, une étrange sensation de responsabilité, comme si on me confiait quelque chose de précieux plutôt que d'acquérir simplement une marchandise pour ma boutique. Je suis arrivé chez moi tard ce soir-là et j'ai soigneusement transporté la boîte contenant la robe dans mon atelier, où j'avais l'équipement nécessaire pour examiner et restaurer les textiles vintage. Je prévoyais de passer les jours suivants à rechercher les origines de la robe et à la préparer pour la vente. Mais d'abord, je voulais prendre des photographies détaillées pour mes archives. Lorsque j'ai ouvert la boîte et défait le papier de soie, la robe semblait exactement comme à Dia, en parfait état, soie blanche immaculée et broderie complexe qui captait la lumière de mes lampes photographiques. J'ai installé mon équipement et commencé à prendre des photos détaillées du corsage, des manches et de la jupe. C'est en photographiant la traîne de la robe que je l'ai vue pour la première fois. Dans le viseur de mon appareil photo, derrière la robe, se tenait une jeune femme d'une vingtaine d'années, avec des cheveux foncés coiffés dans le style élaboré typique des années 1890. Elle était belle, avec des traits délicats et de grands yeux qui semblaient me regarder directement à travers l'objectif. Mais lorsque j'ai baissé l'appareil pour regarder la robe directement, il n'y avait personne. Je me suis dit que ce devait être un jeu de lumière ou un reflet de mes lampes photographiques. Mais lorsque j'ai relevé l'appareil, elle était toujours là. Cette fois, elle semblait tendre la main vers la robe, comme si elle essayait de la toucher. J'ai posé l'appareil et reculé, le cœur battant. J'ai passé toute ma vie adulte entourée d'antiquités, et j'ai entendu toutes les histoires sur les objets portant l'énergie ou les souvenirs de leurs anciens propriétaires. J'avais toujours rejeté ces récits comme des superstitions, mais je ne pouvais pas expliquer ce que je voyais à travers mon appareil. Au cours des jours suivants, les incidents se sont intensifiés. Chaque fois que j'essayais de travailler avec la robe, que ce soit pour l'examiner de plus près ou prendre des photos supplémentaires, je voyais la jeune femme. Parfois, elle apparaissait comme un reflet dans les miroirs ou les fenêtres. D'autres fois, j'apercevais des aperçus d'elle dans ma vision périphérique, debout dans un coin de mon atelier ou passant devant la porte. Mais ce n'était pas seulement des apparitions visuelles. La robe elle-même a commencé à se comporter étrangement. Je la positionnais d'une certaine manière pour les photos et la retrouvais arrangée différemment le lendemain matin, comme si quelqu'un l'avait manipulée pendant la nuit. Le tissu de soie, qui aurait dû être frais au toucher, était parfois chaud, comme s'il avait été porté récemment. J'ai tenté de rechercher l'histoire du magasin général de Dia et de ses propriétaires, espérant trouver une explication à ce que je vivais. Ce que j'ai découvert a rendu la situation encore plus troublante. Le magasin appartenait à une famille nommée Patterson, arrivée à Dia en 1897, au plus fort de la ruée vers l'or. Thomas Patterson gérait le magasin tandis que sa femme Margaret s'occupait de leur fille Sarah, âgée de 19 ans à leur arrivée en Alaska. Selon les archives que j'ai trouvées, Sarah Patterson devait épouser un prospecteur nommé William et au printemps 1899, mais le mariage n'a jamais eu lieu. William est mort dans une avalanche en tentant de traverser le col Chilkoot en mars 1899, seulement 2 mois avant la cérémonie prévue. Sarah Patterson est morte de pneumonie cet hiver-là, et ses parents ont abandonné Dia l'été suivant, incapables de supporter les souvenirs associés à la ville. La robe que j'avais trouvée était celle de Sarah Patterson, jamais portée et jamais retirée de l'armoire, où elle avait attendu plus de 120 ans. Alors que j'en apprenais davantage sur l'histoire de Sarah, l'activité paranormale dans mon atelier s'est intensifiée. J'arrivais le matin pour trouver des photographies anciennes éparpillées autour de la robe, comme si quelqu'un les avait regardées pendant la nuit. Mon équipement était déplacé ou éteint. Et parfois, j'entendais ce qui ressemblait à des sanglots étouffés provenant du coin où je gardais la robe. L'incident final s'est produit 3 semaines après avoir ramené la robe de Dia. J'avais travaillé tard dans ma boutique, essayant de finaliser la documentation nécessaire pour vendre la robe à un collectionneur de Seattle. Il était presque minuit lorsque j'ai entendu de la musique venir de mon atelier. Une musique douce et mélodique qui ressemblait à une boîte à musique ou un piano mécanique. Lorsque je suis allé enquêter, j'ai trouvé la robe flottant à 3 pieds du sol, se balançant doucement comme si quelqu'un la portait et dansait au rythme de la musique lointaine. La jeune femme que j'avais vue sur mes photographies était maintenant pleinement visible, translucide mais clairement présente, portant la robe et se déplaçant en valse autour de mon atelier. Elle m'a vu la regarder et a arrêté de danser, se tournant vers moi avec une expression de tristesse infinie. Lorsqu'elle a parlé, sa voix semblait venir de très loin.
Je n'ai jamais pu la porter, a-t-elle dit. Je n'ai jamais pu danser à mon mariage. Je suis resté là, figé, incapable de bouger ou de parler. Alors que Sarah Patterson continuait à danser dans sa robe de mariée au son d'une musique que seule elle pouvait entendre. Après ce qui m'a semblé des heures, mais qui n'a probablement duré que quelques minutes, elle s'est progressivement estompée, et la robe s'est doucement posée sur mon établi. Le lendemain matin, j'ai soigneusement remballé la robe de mariée dans sa boîte et l'ai ramenée à Dia. Je l'ai replacée dans l'armoire où je l'avais trouvée, l'arrangeant exactement comme elle l'était lorsque je l'avais découverte pour la première fois. Alors que je quittais le magasin abandonné, j'aurais juré entendre une voix de femme dire « Merci », portée par le vent. Je ne suis jamais retourné dans ce bâtiment, et je n'ai jamais parlé à personne de ce que j'ai vécu avec la robe de mariée de Sarah Patterson. Certains objets ne sont pas faits pour être achetés et vendus. Certains trésors sont destinés à rester là où ils sont, gardant leurs secrets et leurs chagrins dans les lieux où ils appartiennent. La robe est toujours là, à Dia, attendant dans l'armoire d'un magasin général abandonné, aussi belle et parfaite que le jour où elle a été fabriquée. Et parfois, lors des nuits calmes où le vent souffle juste, les locaux disent qu'on peut entendre la musique d'un valse traversant les ruines de l'ancienne ville, comme si quelqu'un avait enfin la danse de mariage qui n'a jamais eu lieu. En grandissant, mon grand-père me racontait des histoires sur les vieux jours du chemin de fer. À l'époque où l'Alaska Railroad était le lien vital reliant les communautés isolées au reste du monde. Il a travaillé comme conducteur pendant 37 ans, parcourant ses rails à travers certains des terrains les plus beaux et dangereux de la Terre. Je m'appelle Marcus Washington et j'ai 24 ans. Contrairement à mon grand-père, je n'ai jamais travaillé professionnellement pour le chemin de fer, mais les trains sont ma passion depuis l'enfance. Je collectionne les souvenirs ferroviaires vintage, j'étudie les itinéraires historiques et je passe mes week-ends à explorer les lignes de chemin de fer abandonnées à travers l'Alaska. C'est cette passion qui m'a conduit à McCarty en octobre 2023. McCarty est une petite communauté située à l'extrémité de l'une des voies ferrées les plus reculées jamais construites en Alaska. Le Copper River and Northwestern Railway a construit la ligne au début des années 1910 pour transporter le minerai de cuivre des mines de Kennecott au port de Cordova. Lorsque les mines ont fermé en 1938, le chemin de fer a été abandonné, laissant derrière lui près de 200 miles de voies, de ponts et d'infrastructures de tunnels qui ont lentement disparu dans la nature. La plupart de la ligne ferroviaire originale a été réclamée par la nature ou démantelée pour la ferraille. Mais certaines sections près de McCarty montrent encore des traces de l'exploit d'ingénierie qui transportait autrefois des millions de tonnes de minerais à travers un terrain montagneux apparemment infranchissable. J'avais planifié ce voyage depuis des mois, espérant photographier les tréteaux restants et documenter ce qu'il restait de la voie ferrée avant que l'hiver ne rende l'accès impossible. Je suis arrivé à McCarty un après-midi de jeudi gris, empruntant la route de McCarty, notoirement difficile, qui suit à peu près le même trajet que le chemin de fer autrefois. La route est composée de 60 miles de nids de poules, de ravines et de ponts à voie unique qui mettent à l'épreuve à la fois votre véhicule et vos nerfs. McCarty elle-même compte peut-être 25 résidents permanents, dont la plupart gagnent leur vie grâce aux quelques touristes qui visitent pendant les mois d'été. J'avais arrangé pour séjourner dans une petite chambre d'hôte tenue par une femme âgée nommée Rose Delano, dont la famille vivait dans la région depuis l'époque du chemin de fer. Rose avait la soixantaine, des cheveux argentés et le genre de mains burinées qui viennent de décennies de vie en Alaska. Elle semblait ravie d'avoir un invité intéressé par l'histoire locale du chemin de fer. Et ce premier soir, pendant le dîner, elle a partagé des histoires sur les vieux jours où le train arrivait 2 fois par semaine, apportant des fournitures, du courrier et des passagers. Mon père travaillait pour le chemin de fer, m'a-t-elle dit alors que nous étions assis dans sa cuisine en buvant du café. Il était contremaître de section, responsable de l'entretien d'environ 10 miles de voies à travers certains des pires terrains que vous puissiez imaginer. Il disait que ce chemin de fer avait été construit plus sur la détermination que sur le bon sens de l'ingénierie. Rose m'a mis en garde contre l'exploration de l'ancienne voie ferrée seule, surtout pendant les courtes journées d'octobre où l'obscurité tombait tôt et où le temps pouvait changer sans avertissement. Mais elle comprenait aussi la fascination pour l'histoire du chemin de fer et a accepté de me prêter une vieille carte de sentier montrant où se trouvaient les sections les plus accessibles de la voie. Le lendemain matin, je suis parti avec mon équipement photo, mes bottes de randonnée et suffisamment de provisions pour une journée complète d'exploration. La section que je prévoyais de documenter se trouvait à environ 3 miles de la ville, où le chemin de fer traversait un profond ravin sur un pont en treillis de bois. Selon mes recherches, des parties de ce pont étaient encore debout, bien que les rails eux-mêmes aient été enlevés des décennies plus tôt.
La randonnée jusqu'au site du pont m'a conduit à travers une forêt dense et un terrain accidenté qui ne montrait aucun signe de passage humain récent. La voie ferrée originale était encore visible par endroits, marquée par le gradin distinctif et les fossés de drainage que les équipes ferroviaires avaient creusés dans la nature sauvage plus d'un siècle plus tôt. En marchant, j'ai essayé d'imaginer ce que cela devait être pour ces premiers travailleurs construisant un chemin de fer à travers un pays qui semblait déterminé à rejeter l'intrusion humaine. J'ai atteint le ravin vers midi et j'ai trouvé les restes du pont en treillis exactement là où ma carte l'indiquait. C'était un site impressionnant, même dans son état détérioré. La structure originale avait été construite à partir de poutres en bois massives, certaines épaisses de 3 pieds, disposées en motifs géométriques complexes typiques de l'ingénierie ferroviaire du début du XXe siècle. Environ la moitié du pont était encore debout, bien qu'il soit clairement dangereux de le traverser. Les sections manquantes étaient tombées dans le ravin en contrebas, où je pouvais voir les restes tordus de poutres en bois et de quincailleries en fer éparpillés parmi les rochers. J'ai passé plusieurs heures à photographier le pont sous différents angles, documentant les techniques de construction et la quincaillerie qui auraient été à la pointe de la technologie lorsque la ligne a été construite. L'après-midi était calme, à l'exception du son du vent dans les arbres et du cri lointain des corbeaux. C'était exactement le genre d'expérience paisible et isolée que j'espérais. Alors que le soleil commençait à descendre vers les montagnes de l'ouest, j'ai commencé à ranger mon équipement pour la randonnée de retour en ville. Les journées d'octobre étaient courtes, et je voulais être hors du sentier avant que l'obscurité ne tombe complètement. C'est alors que je l'ai entendu pour la première fois. Un son bas et rythmé qui semblait provenir de quelque part au fond de la forêt. Au début, j'ai pensé que ce pouvait être un hélicoptère ou un petit avion, mais le son n'était pas le bon pour cela. Il était plus mécanique, plus régulier, comme le souffle rythmé d'une locomotive à vapeur travaillant dur pour tirer une lourde charge en montée raide. J'ai arrêté de ranger et j'ai écouté plus attentivement, essayant de déterminer d'où venait le son. Le son est devenu plus fort et plus distinct, et j'ai réalisé avec un frisson qu'il venait de la direction de l'ancienne voie ferrée. Pas seulement la direction générale, mais spécifiquement des rails eux-mêmes, comme si un train approchait du pont où je me tenais. Je me suis dit que cela devait être un type d'équipement industriel. Peut-être une équipe de maintenance travaillant sur le système routier ou une opération minière dont je n'avais pas entendu parler. Mais alors que le son continuait de s'amplifier, j'ai commencé à distinguer d'autres bruits sous le son principal du moteur. Le cliquetis rythmé des roues sur les rails, le grincement des sabots de frein en métal, et ce qui ressemblait au coup de sifflet aigu d'une locomotive à vapeur résonnant contre les parois de la montagne. La partie rationnelle de mon esprit insistait sur le fait que c'était impossible. Il n'y avait pas eu de trafic ferroviaire actif dans cette région depuis 1938. Les rails avaient été enlevés, les ponts étaient dangereux, et il n'y avait aucune raison concevable pour qu'un train circule sur cette ligne abandonnée. Mais mes oreilles me racontaient une histoire différente. J'ai attrapé mon appareil photo et me suis positionné là où j'aurais une vue dégagée de l'approche du pont, pensant que ce qui faisait ce bruit devrait apparaître dans les minutes suivantes. Les bruits mécaniques étaient maintenant assez forts pour que je puisse distinguer les composants individuels. La respiration lourde d'une locomotive à vapeur, le cliquetis de plusieurs wagons suivant le moteur, et des voix criant ce qui semblait être des ordres de travail. C'est alors que j'ai vu le phare. Un faisceau lumineux unique a traversé l'obscurité de la forêt, se déplaçant le long du chemin exact où les rails de chemin de fer avaient autrefois été. Derrière la lumière, je pouvais distinguer la masse sombre d'une locomotive à vapeur. Sa cheminée était visible contre le ciel du soir. Le moteur tirait ce qui semblait être un long train de wagons de marchandises, tous chargés de ce qui ressemblait à du minerai de cuivre des mines de Kennecott. J'ai levé mon appareil photo et j'ai commencé à prendre des photos. Bien que mes mains tremblaient si fort que je n'étais pas sûr que l'une d'elles soit nette. À travers le viseur, je pouvais voir des détails qui n'auraient pas dû être possibles. La locomotive était un moteur à voie étroite typique du début des années 1900, peinte dans la livrée vert foncé du Copper River and Northwestern Railway. Je pouvais voir des figures dans la cabine, des hommes portant le genre de vêtements de travail que les équipes ferroviaires portaient pendant le fonctionnement original de la ligne. Le train approchait du pont brisé à une vitesse d'exploitation normale, sans montrer de signe de ralentissement ou d'arrêt. J'ai voulu crier un avertissement pour alerter l'équipe que le pont était dangereux. Mais aucun son ne sortait de ma gorge. Je ne pouvais que rester là et regarder la locomotive atteindre le bord de la partie intacte du tréteau. Ce qui s'est passé ensuite a défié toutes les lois de la physique que je comprenais. Au lieu de plonger dans le ravin où le pont était brisé, le train a continué à travers l'air. Suivant le chemin où le rail manquant aurait dû être, je pouvais le voir clairement. Une locomotive complète et une série de wagons de minerai traversant un vide de plus de 100 pieds.
Soutenu par rien d'autre que l'air mince de la montagne, le train fantôme a complété sa traversée impossible et a disparu dans la forêt de l'autre côté du ravin. Le son de son moteur s'est progressivement estompé dans la distance. En quelques minutes, les bruits mécaniques avaient entièrement disparu, ne laissant que les sons naturels du vent et de la faune qui étaient là avant. Je suis resté au bord du pont brisé pendant longtemps, regardant à travers le ravin et essayant de comprendre ce que j'avais vu. Lorsque j'ai finalement regardé mon appareil photo pour examiner les photographies que j'avais prises, chaque image ne montrait que la forêt vide et les restes brisés du pont en tréteau. Ce que j'avais vu et entendu n'avait laissé aucune trace sur le capteur numérique. La randonnée de retour à McCarthy dans l'obscurité croissante a été les 3 miles les plus longs de ma vie. Chaque bruit dans la forêt me faisait sursauter, et je continuais à regarder par-dessus mon épaule, m'attendant à moitié à voir le phare du train fantôme me foncer dessus par derrière. Lorsque j'ai finalement atteint la chambre d'hôte de Rose, mes nerfs étaient complètement à vif. Rose m'a regardé et a immédiatement préparé une tasse de café fort, m'installant à sa table de cuisine pendant que j'essayais d'expliquer ce qui s'était passé. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, hochant parfois la tête, mais sans montrer de signes de surprise ou d'incrédulité. Lorsque j'ai terminé, Rose est restée silencieuse pendant un long moment, fixant sa tasse de café. Finalement, elle a levé les yeux vers moi avec une expression que je n'ai pas pu tout à fait déchiffrer. « Vous n'êtes pas la première personne à voir ce train », a-t-elle dit doucement. Mon père l'a vu 3 fois pendant ses années de travail sur la section. Toujours le soir, toujours traversant ce même pont. Il disait que c'étaient les esprits des hommes morts en construisant le chemin de fer, essayant toujours de terminer leur trajet vers Cordova. Elle est allée vers un vieux meuble en bois et a sorti un article de journal jauni de 1923. Le titre disait « Déraillement de train coûte la vie à 6 personnes près de McCarthy ». Selon l'article, une locomotive et 4 wagons étaient tombés du pont en tréteau pendant une tempête hivernale, tuant tout l'équipage. Leurs corps n'ont jamais été récupérés au fond du ravin. Tous les quelques années, quelqu'un les voit, a continué Rose. Toujours le même train, toujours traversant le pont brisé, toujours se dirigeant vers Cordova avec une cargaison de minerais de cuivre. Mon père disait qu'ils continueront à faire ce trajet jusqu'à ce que quelqu'un répare le pont et les laisse terminer leur voyage. J'ai quitté McCarthy le lendemain matin, écourtant ma visite d'1 semaine. Je n'y suis pas retourné depuis, et je n'ai pas l'intention d'y retourner. Parfois, tard dans la nuit, lorsque j'entends le sifflement lointain d'un train de marchandises moderne, je pense à ces hommes fantômes du chemin de fer, piégés pour toujours dans leur trajet sans fin à travers la nature sauvage de l'Alaska. Les photographies que j'ai prises ce jour-là ne montrent rien d'inhabituel, juste les restes brisés d'un vieux pont en tréteau dans un ravin de montagne isolé. Mais je sais ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Quelque part dans les forêts autour de McCarthy, le dernier train roule encore, transportant son équipage fantôme et sa cargaison spectrale dans un voyage qui ne se terminera jamais. En tant qu'enseignante remplaçante, j'ai travaillé dans des endroits assez reculés en Alaska, mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai vécu dans l'école abandonnée de Chitina. Je m'appelle Emma Thompson et j'ai 26 ans. Depuis 4 ans, je voyage entre les petites communautés de l'État, comblant les besoins là où les enseignants certifiés sont nécessaires. Le travail est exigeant mais gratifiant, surtout lorsque l'on voit des enfants dans des zones isolées recevoir l'éducation qu'ils méritent. La plupart des communautés que je visite sont encore actives, avec des écoles fonctionnelles et des élèves enthousiastes. Mais parfois, je tombe sur des endroits où les écoles ont été abandonnées depuis des décennies, victimes du déclin économique ou des changements de population qui ont laissé des villes entières vides. Chitina entre dans cette catégorie. Autrefois une ville ferroviaire prospère comptant plus de 1000 habitants, elle n'en compte aujourd'hui que moins de 50, la plupart étant des personnes âgées ou des propriétaires d'entreprises touristiques pendant la brève saison estivale. Je suis venu à Chitina à la fin septembre 2023, non pas pour enseigner, mais pour faire des recherches pour un article que j'écrivais sur l'éducation rurale en Alaska dans le cadre de mon programme de maîtrise. L'ancienne école de la ville, construite en 1915, était censée être un excellent exemple d'architecture frontalière du début du XXe siècle adaptée à des fins éducatives. J'avais obtenu l'autorisation du conseil municipal de photographier et de documenter le bâtiment, à condition de partager mes recherches avec la société historique locale. L'école se trouve sur une petite colline surplombant ce qui reste de la rue principale de Chitina. C'est une structure en bois de 2 étages avec de hautes fenêtres conçues pour maximiser la lumière naturelle pendant les longs mois d'hiver sombres de l'Alaska. Le bâtiment a servi la communauté de 1915 à 1987, lorsque la baisse des effectifs a forcé la consolidation des classes avec une école de la ville voisine de Glen Allen.
Depuis, il a été fermé et largement oublié, se détériorant lentement dans le climat rigoureux. Je suis arrivé à Chitina un après-midi gris menaçant la pluie. En conduisant sur la route de gravier de 70 miles depuis la Richardson Highway, la ville semblait presque déserte, la plupart des bâtiments montrant des signes d'abandon ou d'entretien minimal. Les quelques résidents que j'ai rencontrés étaient amicaux, mais semblaient surpris que quelqu'un s'intéresse à la vieille école. Le gardien du bâtiment était un homme nommé Robert Steinberg, qui avait été élève là dans les années 1960 et avait ensuite siégé au conseil scolaire lorsqu'elle a fermé. Il avait la soixantaine, des cheveux gris épais et le genre de main calleuse qui parle d'une vie de travail manuel. Robert semblait sincèrement ravi que quelqu'un veuille documenter l'histoire de l'école. Et il a passé près d'une heure à me raconter des histoires sur les enseignants et les élèves des décennies passées. Cet endroit a beaucoup de souvenirs, a-t-il dit en me tendant les clés de la porte d'entrée. Certains bons, d'autres moins. Les hivers étaient durs pour tout le monde, surtout pour les enfants qui devaient marcher des miles pour aller à l'école. Nous avons perdu quelques élèves au fil des ans à cause d'accidents et de maladies. Mais l'école a continué jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez d'enfants pour justifier de la garder ouverte. Robert m'a averti que le système électrique du bâtiment avait été déconnecté des années plus tôt, donc je devrais apporter mon propre équipement d'éclairage. Il a également mentionné que certaines planches du deuxième étage étaient potentiellement dangereuses, me conseillant de rester au rez-de-chaussée si possible. Avec ces avertissements en tête, je l'ai remercié pour son temps et me suis dirigé vers la colline pour commencer mon travail de documentation. La porte d'entrée de l'école s'est ouverte avec un grand grincement qui a résonné dans le bâtiment vide. À l'intérieur, l'air était épais de poussière et de l'odeur de moisi du vieux bois et du papier qui était resté intact pendant des décennies. Le rez-de-chaussée se composait de 2 grandes salles de classe, d'un petit bureau qui avait servi d'espace de travail au directeur, et d'un étroit couloir qui menait à l'escalier conduisant au 2e étage. Les 2 salles de classe conservaient une grande partie de leur équipement d'origine, des bureaux en bois disposés en rangées, un grand tableau noir à l'avant de chaque salle, et des affiches éducatives qui s'étaient estompées avec le temps mais étaient encore partiellement lisibles. Dans une salle de classe, j'ai trouvé un globe qui devait dater des années 1950, montrant des pays et des frontières qui n'existaient plus. L'autre salle avait un piano dans le coin, ses touches jaunies par l'âge, et plusieurs cordes cassées. J'ai passé les premières heures à prendre des photographies et à faire des notes détaillées sur les caractéristiques architecturales et l'équipement éducatif. Le bâtiment était une capsule temporelle remarquable, préservant non seulement la structure physique, mais aussi l'atmosphère d'une école frontalière où les enfants apprenaient à lire et à écrire dans l'un des environnements les plus difficiles d'Amérique. Alors que l'après-midi avançait, j'ai décidé d'explorer le 2e étage. Malgré les avertissements de Robert concernant les planches du sol, j'ai testé chaque marche avec soin en montant l'escalier étroit et j'ai constaté que, bien que certaines planches soient molles avec l'âge, la structure semblait fondamentalement solide. Le 2e étage avait été conçu à l'origine comme un auditorium et un espace de rassemblement, avec une petite scène à une extrémité et des rangées de bancs en bois faisant face à celle-ci. C'est en photographiant la zone de la scène que j'ai entendu pour la première fois la cloche de l'école. Le son était indéniable, le ton bronze profond d'une grande cloche d'école sonnant selon le rythme mesuré qui aurait appelé les élèves en classe ou les aurait renvoyés en récréation. Mais selon Robert, la cloche avait été retirée du bâtiment des années plus tôt et donnée à un musée d'Anchorage. J'ai regardé autour de moi pour trouver une source évidente du son, mais le clocher que je pouvais voir de l'extérieur était clairement vide. Je me suis dit que ce devait être un phénomène acoustique, peut-être le vent soufflant à travers le clocher vide d'une manière qui créait un son. Mais alors que je continuais à travailler, la cloche a sonné à nouveau, cette fois selon un rythme différent, 3 sonneries courtes suivies de 2 longues. C'était le signal traditionnel de la fin de la journée scolaire, un rythme qui aurait été utilisé des milliers de fois pendant les 72 années de fonctionnement du bâtiment. La 3e fois que j'ai entendu la cloche, elle était accompagnée d'autres sons, le grincement des chaises sur les sols en bois, le froissement des papiers ramassés, et ce qui ressemblait à des voix d'enfants parlant avec excitation alors qu'ils se préparaient à partir pour la journée. Les sons provenaient des salles de classe du rez-de-chaussée, directement en dessous de moi. Je me suis dirigé vers l'escalier aussi silencieusement que possible, ne voulant pas déranger ce qui se passait en bas. Lorsque j'ai atteint le couloir, j'ai pu entendre les sons plus clairement. Les enfants parlaient définitivement, leurs voix aiguës et animées comme celles des enfants excités par quelque chose. Je pouvais distinguer des mots de temps en temps, devoir, récréation, mademoiselle Anderson. Je me suis approché de la première salle de classe et j'ai jeté un coup d'œil autour du cadre de la porte. Ce que j'ai vu n'avait aucun sens rationnel. Mais je ne pouvais pas nier l'évidence de mes propres yeux.
La salle de classe était pleine d'enfants, peut-être 20 ou 25 élèves âgés d'environ 6 à 14 ans. Ils étaient habillés avec des vêtements des années 1940 ou 1950, des robes simples pour les filles, des culottes et des bretelles pour les garçons, et des chaussures pratiques pour marcher sur de longues distances en terrain difficile. À l'avant de la salle se tenait une femme dans la trentaine, portant une longue jupe et une blouse blanche typique de la mode du milieu du XXe siècle. Ses cheveux foncés étaient tirés en arrière dans un style correspondant à la période des vêtements des enfants. Elle écrivait quelque chose au tableau, et je pouvais voir que son écriture était le genre de script soigné que les enseignants de cette époque auraient inculqué à leurs élèves. Les enfants semblaient solides et réels, pas translucides ou fantomatiques de manière évidente. Ils rassemblaient leurs livres et leurs papiers, mettaient leurs manteaux et leurs chapeaux, et discutaient entre eux de préoccupations typiques des enfants d'âge scolaire. Mais il y avait quelque chose de subtilement faux dans cette scène que je n'ai pas pu identifier immédiatement. Il m'a fallu plusieurs minutes d'observation pour réaliser ce qui me dérangeait, les enfants ne projetaient aucune ombre. Malgré la lumière vive de l'après-midi qui filtrait à travers les hautes fenêtres, aucune des figures dans la salle de classe ne produisait les silhouettes sombres que des personnes vivantes auraient créées. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas entièrement là, existant dans un état entre la réalité et la mémoire. L'enseignante à l'avant de la salle a levé les yeux du tableau et a établi un contact visuel avec moi. Elle avait des yeux gentils et un sourire doux qui suggérait qu'elle était vraiment attachée à ses élèves. Lorsqu'elle a parlé, sa voix avait la qualité claire et porteuse que les bons enseignants développent après des années à s'adresser à des salles de classe pleines d'enfants. « La classe est terminée pour aujourd'hui », a-t-elle dit. « N'oubliez pas de terminer vos problèmes d'arithmétique pour demain et de bien vous couvrir pour le trajet de retour à la maison. L'hiver arrive tôt cette année. » Les enfants ont commencé à quitter la salle de classe de manière ordonnée, passant à quelques centimètres de l'endroit où je me tenais dans le couloir. Alors qu'ils passaient devant moi, j'ai senti une légère fraîcheur dans l'air, comme si chaque enfant était entouré d'une poche de froid qui se déplaçait avec lui. Certains des plus jeunes m'ont regardé avec des expressions curieuses. Mais aucun d'eux ne semblait surpris ou effrayé par ma présence. Une petite fille, peut-être âgée de 8 ans, avec des tresses blondes et un manteau de laine rouge, s'est arrêtée directement devant moi et a tiré sur la manche de ma veste. Lorsqu'elle a levé les yeux vers moi, elle a souri et a parlé d'une voix qui semblait venir de très loin. « Êtes-vous notre nouvelle enseignante ?» a-t-elle demandé. « Mademoiselle Anderson attend quelqu'un pour l'aider avec les classes supérieures. Nous sommes si nombreux maintenant et nous voulons tous apprendre. » Avant que je puisse répondre, l'enfant a continué à marcher vers la porte d'entrée, rejoignant le flot d'élèves quittant le bâtiment. Je les ai suivis à l'extérieur, les regardant se disperser dans différentes directions vers ce qui avait autrefois été les quartiers résidentiels de Chitina. Certains marchaient seuls, d'autres en petits groupes, tous se déplaçant avec la démarche déterminée d'enfants rentrant chez eux après une journée normale d'école. L'enseignante, Mademoiselle Anderson, a été la dernière à quitter le bâtiment. Elle s'est arrêtée à côté de moi sur les marches de l'entrée et a regardé la ville presque vide en contrebas. « Nous attendons depuis si longtemps que l'école rouvre », a-t-elle dit doucement. Les enfants manquent terriblement à leurs leçons. Ils continuent de revenir, espérant qu'un jour il y aura des enseignants, des livres et de vraies classes à nouveau. Elle s'est tournée pour me faire face directement, et j'ai pu voir que ses yeux contenaient une profonde tristesse mêlée d'espoir. « Resterez-vous pour leur enseigner ?» a-t-elle demandé. Ils sont sans instruction appropriée depuis tant d'années. Ils méritent de terminer leur éducation, d'apprendre tout ce qu'ils étaient censés apprendre avant. Elle s'est interrompue et la tristesse dans ses yeux s'est approfondie. Avant l'accident, ai-je voulu lui demander quel accident elle évoquait, ce qui était arrivé à ses enfants et à elle. Mais avant que je puisse formuler les mots, elle a souri une dernière fois et a descendu la colline dans la même direction que ses élèves. Lorsque j'ai rendu les clés à Robert Steinberg ce soir-là, je lui ai demandé des informations sur Mademoiselle Anderson et s'il y avait eu des accidents impliquant l'école pendant ces années de fonctionnement. Son expression est devenue sombre, et il m'a invité à entrer dans sa maison pour un café et une conversation que je n'oublierai jamais. Margaret Anderson a enseigné ici de 1952 à 1967, m'a-t-il dit en s'installant dans un vieux fauteuil près de son poêle à bois. C'était l'une des meilleures enseignantes que nous ayons jamais eues. Elle se souciait vraiment des enfants et faisait tout son possible pour aider les familles en difficulté. Elle ne s'est jamais mariée, disant que les enfants étaient sa famille. Robert a marqué une pause pour siroter son café. L'accident s'est produit en février 1967. Il y a eu une terrible tempête de neige, la pire que quiconque puisse se rappeler. L'école aurait dû être fermée, mais la météo avait été mal prévue et elle a pris tout le monde par surprise.
Mademoiselle Anderson a gardé tous les enfants à l'intérieur jusqu'à ce que la tempête passe, mais le système de chauffage du bâtiment a lâché pendant la nuit. Il est resté silencieux pendant un long moment, fixant sa tasse de café. Ils les ont trouvés le lendemain matin lorsque la tempête s'est calmée. Tous ensemble dans la salle de classe principale, où Mademoiselle Anderson les avait rassemblés autour du piano pour garder le moral. Du monoxyde de carbone provenant d'une cheminée défectueuse. 23 enfants et leur enseignante, tous partis. J'ai passé une nuit de plus à Chitina, mais je ne suis pas retourné à l'école. Le lendemain matin, alors que je chargeais ma voiture pour le trajet de retour à Anchorage, j'ai entendu la cloche de l'école sonner à travers la ville vide, 3 sonneries courtes suivies de 2 longues, appelant les élèves à une autre journée d'apprentissage qui ne se terminerait jamais. Mon travail me conduit dans les communautés les plus isolées de l'Alaska, des endroits où l'approvisionnement peut faire la différence entre la vie et la mort pendant les longs mois d'hiver. Je m'appelle Ryan Ali et j'ai 35 ans. Depuis 8 ans, je travaille comme gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement pour Northern Logistics, une entreprise spécialisée dans la livraison de marchandises aux villages reculés, aux opérations minières et aux stations de recherche à travers l'État. C'est un travail exigeant qui nécessite une planification minutieuse et une compréhension de la rapidité avec laquelle le temps peut transformer une livraison de routine en une situation de survie. La plupart de mes itinéraires concernent des communautés actives avec des personnes réelles qui dépendent de nos livraisons pour tout, de la nourriture et des médicaments au carburant et aux pièces de rechange. Mais parfois, je reçois des demandes de livraison pour des endroits qui existent plus sur le papier que dans la réalité, des lieux où quelqu'un maintient encore une adresse postale, bien que la communauté elle-même ait été abandonnée depuis des décennies. C'était le cas d'Elmar, une ville fantôme sur le Prince William Sound qui avait été une communauté minière de cuivre de 1897 à 1919. Selon mon manifeste de livraison, quelqu'un à Elmar avait passé une commande substantielle de fournitures de base, des conserves, des piles, des fournitures médicales et d'autres articles essentiels pour survivre à un hiver en Alaska. La commande avait été payée à l'avance par un chèque de caisse qui avait été encaissé sans problème. Mais lorsque j'ai essayé de contacter le client par téléphone pour organiser les détails de la livraison, le numéro était déconnecté. La politique de l'entreprise exigeait que j'essaie de livrer même lorsque le contact avec le client n'était pas possible. J'ai donc chargé mon camion de fournitures et me suis dirigé vers les coordonnées indiquées sur le manifeste d'expédition. Le trajet vers Elmar nécessitait de prendre la Seward Highway au sud d'Anchorage, puis de suivre une série de routes de plus en plus reculées vers la côte. La dernière partie du trajet était une piste de gravier étroite qui n'avait pas vu d'entretien depuis des années, serpentant à travers une forêt dense avant d'émerger sur la rive du Prince William Sound. Elmar se trouve sur un port naturel qui était idéal pour l'expédition du minerai de cuivre vers les marchés des 48 États inférieurs. Pendant ces années de pointe, la ville comptait près de 800 habitants, avec toute l'infrastructure nécessaire pour une communauté minière prospère, maisons, entreprises, une école, et surtout, pour mes besoins, un magasin de la compagnie qui servait de centre commercial de la colonie. Lorsque je suis arrivé à la fin octobre 2023, Elmar se composait de fondations de bâtiments dispersés, de quelques structures partiellement debout et des restes squelettiques d'équipements miniers qui étaient trop coûteux à enlever lorsque le cuivre s'est épuisé. La plupart des bâtiments d'origine s'étaient effondrés ou avaient été démantelés pour récupérer des matériaux, mais j'ai pu voir une structure qui semblait être en relativement bon état, un bâtiment en bois de 2 étages avec un bardage usé par les intempéries et une enseigne peinte à la main indiquant « Elmar Company Store ». Selon l'adresse de livraison sur mon manifeste, c'est là que je devais livrer les fournitures que je transportais. Le bâtiment semblait abandonné comme tout le reste de la ville fantôme, mais mes instructions étaient claires, et j'avais appris à ne pas questionner les excentricités des résidents de l'Alaska qui choisissent de vivre dans des endroits reculés. J'ai garé mon camion devant le magasin et j'ai commencé à décharger des caisses de fournitures sur un diable. La porte d'entrée du bâtiment était fermée, mais pas verrouillée, s'ouvrant avec un grand grincement lorsque j'ai poussé dessus. À l'intérieur, je me suis retrouvé dans ce qui semblait être un magasin général parfaitement préservé des années 1900, complet avec des étagères en bois, des vitrines à devant de verre et un long comptoir avec une vieille caisse enregistreuse. Le magasin contenait encore des marchandises, bien que tout soit couvert de décennies de poussière et montre des signes de vieillesse et de négligence. Il y avait des rouleaux de tissu, des outils à main, des conserves avec des étiquettes que je ne reconnaissais pas, et divers articles ménagers qui auraient été essentiels pour la vie frontalière. L'atmosphère était épaisse avec l'odeur du vieux bois et du papier, et des particules de poussière dansaient dans les rayons de lumière de l'après-midi qui filtraient à travers les fenêtres sales. J'ai commencé à empiler les caisses de fournitures près du comptoir, prévoyant de les laisser là avec un bon de livraison,
car personne ne semblait présent pour signer la réception de l'envoi. C'est alors que j'ai entendu des pas venir de l'arrière du magasin, suivi d'une voix appelant d'un ton amical, « Un instant, je suis à vous ». Un homme est apparu de ce qui semblait être une zone de stockage derrière le comptoir principal. Il avait peut-être 50 ans, avec des cheveux grisonnants et une épaisse moustache typique des hommes du début du XXe siècle. Il portait une chemise blanche avec des protège-manches, un pantalon sombre maintenu par des bretelles, et un tablier en cuir qui suggérait qu'il était le propriétaire du magasin. Ce qui m'a le plus frappé dans son apparence, c'est à quel point il avait l'air propre et bien habillé, comme s'il venait de commencer sa journée de travail plutôt que de passer des décennies dans un bâtiment abandonné. « Vous devez être de Northern Logistics », a-t-il dit avec un sourire chaleureux. « J'attends cette livraison depuis un certain temps. J'espère que vous n'avez pas eu de mal à nous trouver. » J'étais confus par son commentaire sur le fait d'attendre la livraison depuis longtemps, car la commande n'avait été passée que 2 semaines plus tôt, mais j'ai supposé qu'il faisait référence au défi de l'acheminement des fournitures dans un endroit aussi reculé. Je lui ai tendu le manifeste de livraison et j'ai attendu qu'il examine la liste des articles que j'avais apportés. « Cela semble parfait », a-t-il dit en hochant la tête avec satisfaction. Mes clients demandaient ces articles, et je commençais à m'inquiéter de ne pas pouvoir honorer leur commande avant que l'hiver ne s'installe. J'ai regardé autour du magasin vide et me suis demandé quel client il évoquait. Mais ce n'était pas mon travail de questionner la manière dont les gens choisissaient de gérer leurs affaires. Je l'ai aidé à transporter les caisses de fournitures derrière le comptoir, et il les a soigneusement rangées sur les étagères et dans les zones de stockage avec l'efficacité pratiquée de quelqu'un qui dirigeait un magasin général depuis de nombreuses années. Lorsque nous avons terminé de déplacer les fournitures, le commerçant a ouvert un tiroir caisse en bois et a compté le paiement de la livraison en espèces. Les billets étaient neufs et croquants, bien que de conception non utilisée depuis des décennies. J'avais vu suffisamment de vieilles monnaies au cours de mes années en Alaska pour reconnaître que ceux-ci étaient des billets authentiques des années 1940 et 1950, bien qu'ils aient l'air d'avoir été imprimés hier. « J'apprécie que vous ayez fait le trajet jusqu'ici », a-t-il dit en me tendant l'argent. « Je sais que ce n'est pas facile d'atteindre Elmar, surtout à cette période de l'année. Mes clients seront très heureux de voir que j'ai réapprovisionné les étagères. » Comme s'ils étaient convoqués par ces paroles, j'ai entendu la porte d'entrée du magasin s'ouvrir, suivi du son de plusieurs personnes entrant dans le bâtiment. Je me suis retourné pour voir un groupe d'hommes et de femmes habillés en vêtements de travail des années 1900, portant des paniers d'achat et discutant entre eux des articles dont ils avaient besoin. Ils semblaient être des mineurs et leurs familles, le genre de personnes qui auraient constitué la population d'Elmar pendant ces années actives. Les clients se déplaçaient dans le magasin avec familiarité, sélectionnant des articles sur les étagères et discutant des prix avec le commerçant. Ils semblaient solides et réels, pas translucides ou clairement surnaturels, mais il y avait quelque chose dans leur présence qui rendait l'air du magasin épais et chargé d'énergie. Alors qu'ils faisaient leurs achats, ils me lançaient parfois des regards curieux mais polis, mais personne ne semblait surpris ou préoccupé par ma présence. Une femme s'est approchée du comptoir, portant une sélection de conserves et de tissus. Elle avait peut-être 30 ans, vêtue d'une robe simple et d'un châle suggérant qu'elle était l'épouse de l'un des mineurs. Lorsqu'elle a parlé au commerçant, sa voix avait une qualité résonnante étrange, comme si elle venait de très loin. « Mettez ceci sur le compte Murphy », a-t-elle dit. « John réglera à la journée de paie, comme toujours. » Le commerçant a hoché la tête et a fait des annotations dans un grand livre de compte en cuir, enregistrant la transaction d'une écriture soignée. Alors qu'il travaillait, d'autres clients ont continué à entrer dans le magasin, créant une atmosphère animée qui aurait été typique d'une entreprise frontalière prospère. J'ai observé cette scène impossible pendant plusieurs minutes, essayant de comprendre ce que je voyais. La partie logique de mon esprit insistait pour dire que ce devait être une sorte de reconstitution historique élaborée. Mais les clients étaient trop nombreux et trop détaillés pour une production amateur. Ils se déplaçaient et parlaient avec l'aisance naturelle de personnes vaquant à leurs occupations quotidiennes, et non des acteurs suivant un script. Le commerçant a terminé de servir ses clients et est revenu vers moi, près du comptoir principal. La foule des acheteurs s'est progressivement dispersée, les gens quittant le magasin en petits groupes tout en discutant de leurs achats et en faisant des projets pour le reste de leur journée. « Merci encore pour la livraison », a-t-il dit en me serrant la main avec une poignée surprenamment froide. « Je passerai une autre commande dans quelques semaines, une fois que j'aurai vu à quelle vitesse ces articles se vendent. Les affaires ont été très bonnes ces derniers temps. » J'ai quitté le magasin général d'Elmar dans un état de confusion et d'incrédulité, conduisant vers Anchorage tout en essayant de donner un sens à ce que j'avais vécu. Le paiement en espèces était bien réel,
assis dans la poche de ma veste comme preuve physique que la transaction avait eu lieu, mais tout le reste de la livraison défiait toute explication rationnelle. Lorsque je suis retourné au bureau de Northern Logistics le lendemain, j'ai soumis mon rapport de livraison comme une mission accomplie avec succès. Bien que je n'ai pas mentionné les circonstances inhabituelles entourant le client ou les autres personnes que j'avais rencontrées dans le magasin, j'ai également déposé le paiement en espèces, que la banque a accepté sans problème malgré l'âge des billets. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une autre commande pour une livraison à Elmar, passée par le même client et payée par un autre chèque de caisse qui a été encaissé sans problème. Cette fois, j'ai effectué la livraison avec un autre chauffeur, prétendant que je devais m'occuper d'autres itinéraires ce jour-là. Selon son rapport, la livraison s'est déroulée sans encombre, bien qu'il ait mentionné que le client semblait étrangement à l'ancienne dans sa façon de s'habiller et de parler. Je ne suis pas retourné à Elmar depuis ce jour d'octobre, et j'ai demandé que d'autres chauffeurs s'occupent des futures livraisons à cet endroit, mais je pense encore au magasin de la compagnie et me demande s'il continue de servir des clients qui font leurs achats là-bas depuis plus d'un siècle, effectuant des transactions commerciales qui, d'une manière ou d'une autre, franchissent le fossé entre le monde des vivants et ce qui existe au-delà. Je me spécialise dans la photographie des lieux abandonnés à travers la dernière frontière, documentant les vestiges des cycles de boom et de déclin de l'Alaska avant qu'ils ne disparaissent entièrement dans la nature sauvage. Je m'appelle Zoé Kim et j'ai 29 ans. Depuis 6 ans, je travaille comme photographe documentaire, me concentrant sur les sites historiques qui racontent l'histoire de l'ambition et de l'échec humain dans l'un des environnements les plus impitoyables du monde. Mon travail a été présenté dans National Geographic, Alaska Magazine et plusieurs expositions de musées sur l'histoire de la frontière. La photographie dans des lieux abandonnés nécessite plus que des compétences techniques avec un appareil photo. Il faut comprendre l'histoire des lieux que l'on visite, respecter les souvenirs incrustés dans les structures en décomposition, et développer une intuition pour trouver les prises de vue qui capturent non seulement ce qui reste, mais aussi ce qui a été perdu. Certains photographes recherchent un éclairage dramatique ou des angles inhabituels. Mais j'ai toujours été attiré par les images plus subtiles qui révèlent les histoires humaines derrière les lieux abandonnés. Cette philosophie m'a conduite à Latouche Island en septembre 2023, un endroit reculé dans le Prince William Sound qui avait été le site de la plus grande opération minière de cuivre en Alaska au début des années 1900. À son apogée, Latouche abritait près de 1500 résidents et produisait des millions de livres de minerais de cuivre de haute qualité qui étaient expédiés vers les fonderies de Tacoma, dans l'État de Washington. Lorsque les gisements de cuivre se sont épuisés dans les années 1930, toute la communauté a été abandonnée presque du jour au lendemain, laissant derrière elle l'une des villes fantômes les plus complètes de l'Alaska. Accéder à Latouche nécessitait de louer un petit bateau depuis Whittier, un trajet de 2 heures sur des eaux souvent agitées pour atteindre le port protégé de l'île. J'avais arrangé pour que le capitaine du bateau me dépose le matin et revienne le lendemain soir, me donnant près de 36 heures pour explorer et photographier la colonie abandonnée. C'était une proposition coûteuse, mais l'isolement signifiait que peu de photographes avaient documenté Latouche ces dernières années, et j'espérais capturer des images qui compléteraient un projet de livre sur les communautés minières oubliées de l'Alaska. Le bateau m'a déposé aux ruines de ce qui avait autrefois été un quai substantiel, maintenant réduit à des pilotis dispersés et des planchers effondrés qui dépassaient de l'eau comme des dents brisées. Le port était étrangement silencieux, à l'exception du son des vagues clapotant contre la rive rocheuse et des cris occasionnels d'oiseaux de mer au-dessus. Derrière le quai en ruine, je pouvais voir les vestiges de Latouche s'étendre sur un amphithéâtre naturel formé par de basses collines qui s'élevaient depuis le bord de l'eau. La plupart des bâtiments d'origine s'étaient effondrés ou avaient été démantelés pour récupérer des matériaux. Mais suffisamment de structures restaient pour donner une idée de ce à quoi la communauté ressemblait pendant ces années actives. Il y avait les fondations de dizaines de maisons, le cadre squelettique de ce qui avait été le magasin de la compagnie, et, surtout, les imposantes ruines de l'usine de traitement du cuivre qui avait été le cœur économique de l'opération. J'ai passé les premières heures à explorer le site et à planifier mon approche photographique. La lumière de fin septembre était parfaite pour le genre de prise de vue atmosphérique que je voulais capturer, avec une lumière solaire à bas angle filtrant à travers les ruines et créant des ombres dramatiques sur le paysage abandonné. J'étais particulièrement intéressé par la photographie des ruines de l'usine, qui s'élevait de la colline comme le squelette d'une bête industrielle énorme. L'usine avait été construite en plusieurs étapes sur plusieurs décennies, résultant en une structure complexe de poutres en acier, de fondations en béton et de machines massives qui étaient trop coûteuses à enlever lorsque la mine a fermé. Se promener dans les ruines était comme explorer un puzzle en 3 dimensions, avec des passerelles, des plateformes et des équipements disposés selon des schémas qui avaient autrefois un sens parfait pour les ingénieurs qui les avaient conçus.
J'étais en train de préparer une prise de vue du plancher de traitement principal de l'usine lorsque j'ai remarqué quelque chose d'insolite dans le viseur de mon appareil photo. À travers l'objectif, j'ai vu ce qui semblait être une silhouette humaine parmi les machines, partiellement obscurcie par les ombres et le métal tordu. Lorsque j'ai baissé l'appareil pour regarder directement la zone, il n'y avait personne. J'ai supposé que ce devait être un jeu de lumière ou peut-être une pièce d'équipement qui avait l'air de ressembler à une forme humaine lorsqu'elle était vue sous un certain angle. Mais lorsque j'ai relevé l'appareil, la figure était toujours visible à travers le viseur. Et cette fois, je pouvais voir plus de détails. Il semblait s'agir d'un homme portant des vêtements de travail typiques du début des années 1900, un pantalon en toile épaisse, une chemise en laine et une casquette en cuir avec une lampe de mineur fixée à l'avant. J'ai pris plusieurs photographies de la zone, pensant que même si la figure était une sorte d'illusion d'optique, cela pourrait créer un effet artistique intéressant dans les images finales. Mais chaque fois que je regardais à travers le viseur, je pouvais voir clairement le travailleur. Alors que l'observation directe ne révélait que des ruines vides et des machines abandonnées, alors que je continuais à photographier le complexe de l'usine, j'ai commencé à voir plus de figures à travers l'objectif de mon appareil photo. Ils semblaient être des mineurs et des ouvriers de l'usine vaquant à leurs tâches quotidiennes, manipulant des équipements, portant des outils et se déplaçant dans les ruines avec l'efficacité déterminée de personnes qui connaissaient bien leur travail. Certains étaient plus distincts que d'autres, mais tous partageaient la même qualité translucide qui les rendait visibles uniquement à travers l'objectif de l'appareil photo. En fin d'après-midi, j'avais documenté au moins 20 travailleurs fantômes travaillant dans les ruines de l'usine. Certains semblaient être seuls, concentrés sur des tâches spécifiques, tandis que d'autres travaillaient en petits groupes qui semblaient coordonner leurs activités. Ce qui m'a le plus frappé chez ces travailleurs fantômes, c'est à quel point leurs mouvements semblaient naturels et non mis en scène. Ils ne jouaient pas pour ma caméra ou n'essayaient pas de communiquer avec moi. Ils continuaient simplement le travail qu'ils faisaient de leur vivant, inconscients que l'usine avait été abandonnée depuis près de 90 ans. La figure la plus captivante que j'ai rencontrée était une femme qui semblait avoir la trentaine, portant une longue jupe et une blouse blanche qui suggérait qu'elle travaillait dans un bureau plutôt que sur le plancher de traitement. À travers l'objectif de mon appareil photo, je pouvais la voir se déplacer entre différentes zones de l'usine, portant ce qui semblait être des papiers et s'arrêtant parfois pour parler aux autres travailleurs. Elle avait une aura d'autorité qui suggérait qu'elle aurait pu être une superviseure ou une administratrice. Lorsque j'ai dirigé mon objectif zoom sur son visage, elle m'a regardé directement à travers l'objectif de l'appareil photo avec une expression de curiosité modérée, comme si elle pouvait sentir ma présence, mais n'était pas tout à fait sûre de ce qu'elle devait en penser. Ses yeux reflétaient une intelligence et une chaleur qui la faisaient paraître complètement réelle et humaine, malgré le fait qu'elle était invisible à l'œil nu. J'ai passé près d'une heure à photographier cette femme alors qu'elle accomplissait ses tâches fantomatiques, documentant ce qui semblait être une journée de travail typique à l'usine de La Touche vers 1920. Elle semblait mener une sorte d'inspection ou de processus de contrôle de la qualité, examinant l'équipement et prenant des notes dans un grand livre en cuir qu'elle portait avec elle. À un moment donné, elle s'est approchée très près de l'endroit où je me tenais et a semblé me regarder directement à travers l'objectif de l'appareil photo. Lorsqu'elle a parlé, je n'ai pas pu entendre sa voix, mais j'ai pu lire clairement ses lèvres alors qu'elle articulait les mots « Documentez-vous notre travail ?» J'ai hoché la tête instinctivement, bien que je me sois rendu compte qu'elle ne pouvait probablement pas me voir plus clairement que je ne pouvais la voir sans l'appareil photo, mais elle semblait comprendre ma réponse car elle a souri et m'a fait signe de la suivre dans une autre zone de l'usine. Elle m'a conduite vers ce qui avaient été les bureaux administratifs, une section de l'usine où des structures en bois avaient été construites à l'intérieur du cadre en acier plus large. À travers mon appareil photo, je pouvais voir que cette zone était entièrement meublée et opérationnelle, avec des bureaux, des classeurs et du matériel de bureau qui aurait été à la pointe de la technologie au début des années 1900. Plusieurs personnes travaillaient au bureau, traitant des papiers et menant des affaires liées aux opérations de l'usine. La femme qui m'y avait conduite a pointé vers un grand tableau sur le mur qui montrait des chiffres de production et des calendriers d'expédition. À travers mon objectif zoom, je pouvais lire clairement les dates. Elles dataient toutes de 1927, l'année de pointe de la production à La Touche. Elle semblait vouloir que je comprenne que j'étais témoin de l'usine pendant sa période la plus prospère, lorsque le minerai de cuivre coulait librement et que la communauté prospérait. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les ruines, les travailleurs fantômes sont devenus progressivement plus difficiles à voir, même à travers l'objectif de mon appareil photo. Les figures sont devenues plus pâles et plus translucides jusqu'à ce qu'elles ne soient plus que des suggestions de mouvement dans l'obscurité croissante. À la nuit tombée, elles avaient disparu entièrement, me laissant seul parmi les ruines silencieuses.
J'ai passé la nuit campée près du port et le lendemain matin, j'ai continué à photographier d'autres zones de la colonie abandonnée, mais les travailleurs fantômes avaient disparu avec la lumière du jour et mon appareil photo ne montrait que des bâtiments vidés, des équipements rouillés. Lorsque je suis retourné à Anchorage et que j'ai développé les images numériques de la touche, je m'attendais à ce que les figures que j'avais vues à travers le viseur n'apparaissent pas dans les photographies finales. Mais à ma grande surprise, elles y étaient toutes. Des dizaines de travailleurs fantômes capturés dans diverses poses et activités à travers le complexe de l'usine. Les images étaient subtiles et auraient facilement pu être rejetées comme des artefacts photographiques ou des erreurs de traitement. Mais je savais ce que j'avais vu. La photographie la plus remarquable était celle que j'avais prise des bureaux administratifs. Dans l'image finale, je pouvais voir la femme qui m'y avait conduite assise à son bureau, travaillant apparemment sur des papiers liés aux opérations de l'usine. Mais plus important encore, je pouvais voir le tableau de production sur le mur derrière elle, avec toutes les dates et les chiffres clairement lisibles. Lorsque j'ai recherché les archives historiques des opérations minières de la touche, j'ai découvert que les chiffres de production montrés sur ma photographie correspondaient exactement à la production documentée pour 1927. Il n'y avait aucun moyen que j'aurais pu connaître ces chiffres spécifiques avant de prendre les photos, et le niveau de détail visible dans le bureau fantôme était bien au-delà de tout ce qui aurait pu être fabriqué ou imaginé. J'ai inclus plusieurs des photographies de la touche dans des expositions de musées, bien que je n'ai jamais mentionné les circonstances surnaturelles dans lesquelles elles ont été prises. Les visiteurs commentent parfois la qualité atmosphérique des images ou demandent quelle technique de manipulation numérique j'ai utilisée, sans réaliser qu'ils regardent des photographies documentaires authentiques de personnes mortes il y a près d'un siècle. L'expérience à la touche a changé mon approche de la photographie des lieux abandonnés. Je comprends maintenant que mon appareil photo peut capturer plus que de simples ruines physiques. Il peut documenter les souvenirs et les énergies qui persistent dans les lieux où les rêves humains ont été construits et finalement abandonnés. Certains endroits conservent les empreintes des personnes qui y ont vécu et travaillé. Et dans les bonnes circonstances, ces empreintes peuvent être photographiées et préservées. Je suis retourné à la touche 2 fois depuis cette première visite, mais je n'ai jamais revu les travailleurs fantômes à travers l'objectif de mon appareil photo. Peut-être n'apparaissent-ils qu'aux photographes qui abordent leur ancien lieu de travail avec la bonne combinaison de respect et de curiosité. Ou peut-être que ce jour unique de septembre 2023 était un moment où les barrières entre le passé et le présent sont devenues temporairement transparentes, me permettant de documenter une journée dans la vie d'une communauté qui a officiellement cessé d'exister en 1930. Les photographies restent comme preuve de ce que j'ai vu, une preuve tangible que certains lieux ne deviennent jamais vraiment abandonnés tant que les souvenirs de l'activité humaine continuent de résonner à travers leurs espaces vides.